Merci de nous rejoindre sur France 3 Bretagne. Bienvenue dans Enquête de région, le nouveau magazine de la rédaction, désormais chaque mercredi en lieu et place de Génération Bretagne. Comme chaque début d'année, vous êtes sans doute nombreux à avoir pris de très bonnes résolutions, être moins égoïste, plus disponible, plus généreux. Mais d'autres s'engagent tout au long de l'année au service des autres. Ils sont bénévoles ou membres d'associations. On va donner un coup de projecteur sur cette Bretagne qui s'engage, cette Bretagne altruiste. Les Bretons ont-ils du cœur? C'est la question que nous posons ce mois-ci. Voici tout de suite le sommaire de l'émission. Ce mois-ci, nous recevons René Melou, le président de l'association France Bénévolat 35. Avec lui, nous évoquerons l'altruisme des Bretons. Ils sont aujourd'hui près de 700 000 à s'investir bénévolement dans le sport, la culture ou bien l'aide sociale. Justement, nous vous proposerons une rencontre avec Brigitte et Jean-Christophe, deux personnes handicapées, salariées des ateliers de l'espoir. Au sein d'une maison de retraite et d'une épicerie, ils ont décidé de donner de leur temps, d'être utiles. Donner de son temps mais aussi de sa personne au sens propre, le don d'organes est aujourd'hui une cause nationale. Avec des témoignages de donneurs et de receveurs, nous verrons qu'en Bretagne, la chaîne de solidarité est préservée. Notre région est d'ailleurs particulièrement généreuse sur le don d'ovocytes. Plus léger mais tout aussi exemplaire, l'expérience de la cabane à dons à Mordel, directement inspirée des Givebox créés en Allemagne. Ce petit local permet de déposer des affaires dont nous n'avons plus besoin, une sorte de lieu de troc permanent et une nouvelle idée du partage. Enfin, notre séquence archive, retour en 1988. Cette année-là, Rennes accueille la deuxième édition du Téléthon. Depuis 3 décennies, ce marathon télévisuel permet de récolter des fonds pour lutter contre les maladies génétiques neuromusculaires. Chaque année, un baromètre de notre générosité. Voilà pour le sommaire de l'émission. Merci René Melou d'avoir accepté notre invitation. Merci, vous êtes, bonsoir. je rappelle, le président de France Bénévolat 35, France Bénévolat en Ille-et-Vilaine. Question au préalable, toute simple, vous êtes, il va de soi, bénévole vous aussi. Oui, bien sûr. France Bénévolat est constituée au niveau Ille-et-Vilaine donc d'une vingtaine de bénévoles exclusivement. France Bénévolat est une association indépendante, mais qui fait partie du grand réseau national France Bénévolat, qui, lui, compte 1 millier de bénévoles et 5 salariés. Qu'est-ce qui a suscité votre engagement dans le bénévolat, dans le service aux autres? Alors, j'ai commencé à faire du bénévolat sans me rendre compte que j'en faisais. Comme pas mal de nos concitoyens, nous avons parfois des activités que nous ne nommons pas bénévolat. J'étais au sein d'un conseil d'administration d'une mutuelle d'entreprise et c'est vrai qu'on ne pense pas mot bénévolat. Ensuite, je dis toujours que c'est grâce à Martine. Martine. Oui, Martine, c'est-à-dire Martine Aubry, 1998, les 35 heures. Voilà. Donc quand le projet de loi a été annoncé, puisque ça a été en 2 étapes, 98 et 2000, je me suis dit, je vais prendre des bonnes résolutions. Je ne me souviens plus si c'était le 1er janvier. Mais en tout cas, si cette loi passe, je donnerai effectivement mes 4 heures, parce qu'on était déjà passé à 39, je donnerai mes 4 heures à une association. La loi est passée. Et 1 ou 2 mois plus tard, je m'investissais en tant que bénévole cette fois-ci. Alors, juste avant de décliner l'émission, rappelez peut-être le rôle de France Bénévolat. C'est en fait une association au service des associations. Complètement, au service des associations et des citoyens. Alors, la première des missions la plus connue, c'est la mise en relation entre les associations qui cherchent des ressources bénévoles pour pouvoir fonctionner, puisque la grande majorité d'entre elles ne fonctionnent qu'avec des bénévoles, non pas des salariés, certaines en ont, et des candidats au bénévolat qui cherchent à faire du bénévolat, et notamment pour ceux qui n'en ont jamais fait, c'est assez compliqué, ou du moins ça fait peur. Donc l'idée, c'est de trouver une structure intermédiaire qui évite... qui les guide un peu, qui les guide et qui évite d'aller frapper à la porte de 15 associations pour savoir ce qu'elles font. Alors, je rappelle la question que nous posons ce mois-ci. Les Bretons ont-ils du cœur? On va regarder ce chiffre, 700 000 bénévoles bretons, a priori aujourd'hui engagés dans plusieurs associations. Ça fait à peu près un Breton sur 4 investi aujourd'hui au service des autres. Tout à fait. Et voilà, est-ce que la Bretagne est une région plus altruiste que les autres, ou plus généreuse, plus disponible? Alors, oui. Alors d'abord, on peut faire une toute petite référence par rapport à la population bretonne. La population bretonne représente 5% de la population de Rennes, de Paris, de France, métropole. Uniquement la métropole, et les engagements bénévoles, ça représente 5,4. Alors on me dirait 5,4, c'est pas beaucoup, ça fait presque 10% quand même. Donc, et comment on l'explique ça? C'est une tradition Alors c'est une tradition qui remonte à notre secteur, à notre spécificité à la fois agricole, donc très ancrée sur la notion de solidarité, peut-être aussi de ce caractère, de cette importance de la religion
cohésion, du fait de se retrouver, de travailler ensemble et de travailler pour les autres. Oui, c'est quelque chose que l'on retrouve. Et tout ça donne un tissu associatif très actif. Oui. France Bénévolat, qui justement participe activement à changer de regard sur le bénévolat, a détecté, on va le dire, de nouveaux candidats, entre guillemets, une expérience exemplaire menée justement avec les Ateliers de l'Espoir, un centre d'aide par le travail. Nous avons rencontré Brigitte et Jean-Christophe, deux personnes handicapées, et elles ont été accompagnées une bonne partie de leur vie. Et aujourd'hui, elles ont décidé d'être utiles aux autres, l'une dans une maison de retraite, l'autre dans une épicerie sociale. Et vous allez le voir, ces personnes s'engagent. Aujourd'hui, faire du bénévolat auprès des personnes en situation de handicap, c'est quelque chose de très connu. Mais penser que les personnes en situation de handicap peuvent être bénévoles au sein des associations, c'est quelque chose de tout nouveau. Ce jour-là, à l'Atelier de l'Espoir, on a éteint le fer à repasser, écarté les vêtements à plier. Ils attendront. Aujourd'hui, on construit demain. Dans les 5 prochaines années en Bretagne, 1500 personnes en situation de handicap qui travaillent en ESAT vont partir à la retraite. Gwenaëlle Planchin est là pour les rassurer. Il y a un avenir après le travail. Vous savez faire plein de choses. Vous avez de l'or dans les mains. Vous avez plein d'idées dans la tête. Vous avez plein de choses dans le cœur que vous avez envie de partager. Assise à la table, Brigitte sourit. Il n'y a pas si longtemps, elle faisait partie de l'atelier. Et puis elle a pris sa retraite et commencé une nouvelle vie. Donc je vais vous expliquer ce que je fais. Je fais du sport, des jeux de société. Bon, il y a eu des chants aussi marins. Vous proposez des loisirs, des activités à des personnes âgées, c'est ça, dans une résidence? Oui. Et là, vous y allez combien de jours par le semaine? lundi, le mercredi et le vendredi ou le jeudi, comme je veux. Le lundi à la résidence, c'est jeux de société. Brigitte a appris les règles du triomino. C'est le jeu préféré de son partenaire. Il n'entend plus très bien, ne parle plus beaucoup, mais d'un geste, d'un regard, Brigitte et lui se comprennent. À moi. Vous avez joué où? Là. Il y a des personnes qui sont fragiles aussi. Il faut savoir leur parler, jouer avec eux. Je parle avec les gens. Ça a tout le temps été mon souhait. Et puis mon souhait s'est réalisé. Les difficultés, les problèmes, Brigitte les connaît mieux que personne. Faut savoir le faire, il faut déjà avoir le courage parce qu'aller voir des personnes qu'on ne connaît pas forcément, dans un milieu qui nous est étranger parfois, c'est pas évident. C'est une démarche qu'il faut faire de tout cœur. Oh, il a gagné Mahu là. C'est bien. Vous avez gagné. C'est pas tout le temps que je gagne. Il est gentil. La 3e fois qu'elle est venue, elle m'a dit « Je suis heureuse ici, ça me fait plaisir, je me sens de mieux en mieux. » Alors moi, quand j'entends ça, forcément, je trouve que c'est bien pour les deux, des deux côtés. À 4 heures, on prend les bouteilles de sirop, les cruches d'eau. Et ils demandent certains trucs de parfum, soit citron, menthe ou fraise. On leur donne à leur choix. Et on leur donne leur petit gâteau à 4 heures. Ça me plaît. Dans l'atelier, ses anciens collègues regardent Brigitte plein d'admiration. C'est la magie du bénévolat. En faisant des heureux, on se fait aussi du bien. Donc l'idée, c'est que les associations ne peuvent pas travailler sans vous les bénévoles, sans vous futurs bénévoles. Les Restos du Cœur, s'ils n'ont pas de bénévoles, ils ne pourront pas distribuer des denrées alimentaires à des familles qui en ont besoin. Toutes les associations ont besoin de faire des choses, comme l'a dit Gwenaëlle, que vous savez faire. C'est quoi être bénévole? Sur le tableau, Gwenaëlle Planchin note les idées. Donner un coup de main, aider les autres. Jean-Christophe a 1000 réponses, forcément. Je travaille dans une association, je ne sais pas laquelle. Et puis il m'a trouvé ça, il m'a dit tiens, pourquoi pas à l'épicerie sociale. Et j'ai dit oui. Et voilà, parce qu'il y en a qui n'ont pas à manger tout ça. On va aller chercher à manger des grandes surfaces tout, pour les autres.
Depuis un an, Jean-Christophe fait partie de l'équipe de bénévoles de l'épicerie sociale de Saint-Jacques-de-la-Lande. Il nous apporte son rire, surtout. Il est toujours de bonne humeur, toujours prêt à aider. Jamais, depuis qu'il vient, on l'a vu faire la tête ou... Non, il est toujours d'humeur égale. C'est la joie de vivre, c'est notre mascotte. On rigole ensemble, on s'en rigole tout, on est bien. L'ambiance, c'est une super ambiance. Tous les vendredis, Jean-Christophe se rend à la banque alimentaire pour chercher de quoi remplir les rayons du petit magasin. Quand on voit les gens qui ont une mort de faim, tout ça et tout, mais c'est important de filer un coup de main. Sans bénévolat, de toute façon, nous, l'association ne peut pas fonctionner. Donc, on a vraiment besoin de bénévoles et des bénévoles de tous horizons, puisque c'est avec tous ces regards-là qu'on arrive à construire notre projet et à accompagner des familles en difficulté. C'est important de les aider dans la vie, bah ouais, c'est important de les aider dans la vie, bah ouais. Le rire de Jean-Christophe et la pudeur de Brigitte ont touché l'atelier et fait naître des vocations. J'ai envie d'apporter ce que j'ai fait. Et je trouve que tout le monde a le droit de rendre service à un autre. La RESAT et France Bénévolat ont créé le projet Handicap Engagement. Ils organisent des réunions, imaginent des solutions, des bénévoles qui accompagneraient d'autres bénévoles plus fragiles dans les associations. Comme fait en fait tout salarié qui travaille dans ce projet-là, on est en train justement de connecter finalement les aspirations, les savoir-faire des futurs retraités et puis les associations qui, une fois qu'elles sont sensibilisées, nous font plein de propositions, effectivement, en disant mais ah oui, je pensais pas qu'on aurait pu demander telle ou telle chose, alors ponctuelle ou régulière, voilà. Et aujourd'hui, c'est vraiment on ouvre un champ des possibles qu'on n'imaginait pas au départ. À chaque geste, chaque phrase, Jean-Christophe et Brigitte le montrent. Le handicap du cœur, ça n'existe pas. Le handicap du cœur, ça n'existe pas. René Melou, rapprocher le monde du bénévolat, le monde du handicap, ça c'est assez nouveau. Oui, on a considéré au niveau de France Bénévolat, ça fait partie des grands programmes au niveau national qui sont déclinés en Ille-et-Vilaine, qu'il y avait des sujets sociétaux sur lesquels nous devions de travailler, tout simplement parce que sur bien des sujets, comme celui du handicap, on s'aperçoit que le bénévolat peut en fait être un excellent moyen, comme il peut l'être pour des jeunes tremplins pour trouver du travail et autres. Et effectivement, en matière de handicap, il faut savoir que ces personnes qui travaillent depuis 20, 30, 40 ans, donc ils ont forcément une expérience. J'invite ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'aller visiter un ESAT et vous allez être très très surpris parce que vous êtes dans une entreprise. Il y a une motivation, il y a une disponibilité, il y a un altruisme très fort chez ces personnes-là. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire qu'elles ont une expérience et que cette expérience, par définition, sous une forme ou sous une autre, elles peuvent l'exercer dans le cadre d'une association. Alors, une manière de dire aussi qu'il n'y a pas un profil type du bénévole. Ah non. Alors on peut être bénévole à 18 ans, à 80 ans. Complètement. En fait, il y a deux types d'approches sur cette question du profil. Soit on raisonne en tranche d'âge. Donc effectivement, on a à peu près 25 jusqu'à 35 ans, on a 25%. De 35 à 49, on a 20%. Ensuite, jusqu'à 60-65, on a encore 20%, plus les 30% au-delà. Donc ça veut bien dire qu'il y a à peu près une répartition, on va dire à peu près égale. L'autre approche, c'est de se dire, ne parlons plus d'âge, parlons de notion de motivation. Qu'est-ce qui donne envie en fait de faire du bénévolat? Et si on n'en fait pas, qu'est-ce qui peut nous donner envie? Et là, on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, à France Bénévolat, on a un mot, c'est le mot plus. Plus parce que le bénévolat donne du plaisir. Si on n'en a plus, il faut changer. Vous avez assez d'offres de bénévolat, donc vous pouvez changer. Ça, c'est la magie du bénévolat. L comme lien social. C'est un facteur de lien social extraordinaire. Le U comme utilité, voilà. Et le S comme sens, donner du sens à sa vie. Mais c'est vrai à tous les âges. Alors justement, il y a eu plusieurs enquêtes qui ont été faites pour expliquer un peu les raisons aujourd'hui de l'engagement bénévole. Voilà ce qui arrive en premier. Les personnes interrogées disent on s'engage d'abord pour être utile aux autres, vous l'avez dit, pour défendre une cause et ensuite pour son propre épanouissement personnel qui vient qu'en troisième position. Mais ça veut dire aujourd'hui que l'engagement bénévole est un peu plus, on va dire, citoyen, c'est-à-dire qu'on donne plus de sens aussi à cette utilité.
Exactement. Précédemment, enfin, il y a pas très longtemps, la notion de bénévolat, c'était « je donne de mon temps ». C'était ça qu'on entendait dans la bouche des bénévoles. Et aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin. Je donne de mon temps, mais j'adhère à un projet associatif avec quelque chose de clair et surtout un bénévolat, je recherche un bénévolat d'action. Donc, l'association vers laquelle je vais aller, il faut que je vois qu'il y ait des missions qui soient claires. Je rentre par l'une des missions, quitte après à élargir mon champ d'action. Ça veut dire aussi que le bénévole aujourd'hui est un peu plus consommateur, on va dire. Il reste moins longtemps dans les associations, il zappe un peu, il fait du zapping un peu. Je n'aime pas trop le mot consommateur, parce que le consommateur, c'est de la consommation, voilà. Je préfère dire qu'en fait, il est en recherche de plus d'expérience. C'est-à-dire, précédemment, on était bénévole pendant 15 ans dans la même association. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ressent moins. Le bénévole cherche à vivre des expériences qui sont différentes. C'est pour ça que d'abord, il y a un certain pourcentage des bénévoles qui sont dans plusieurs associations et pas dans une seule. Et autrement, on voit que sur des laps de temps, 4-5 ans, le bénévole, même s'il se sent bien dans une association, même s'il s'entend très très bien, il y a la convivialité, etc., il a envie de changer. Exact. Les qualités d'un bon bénévole. Les qualités d'un bon bénévole. Faut pas de misanthrope déjà. Non, mais en même temps, c'est important votre question parce que ceux qui n'ont jamais fait de bénévolat, ils ont l'impression en fait qu'avant une qualité, il faut qu'ils aient des compétences. Je préfère effectivement ce terme de qualité. La première des qualités, c'est d'avoir envie et puis d'aller vers les autres, ce qui n'est pas toujours évident, suivant ce que l'on a fait, son parcours personnel, professionnel. C'est pas toujours très évident, notamment quand il y a eu une cassure. Soit parce qu'on a eu des événements douloureux dans sa vie, soit parce qu'on vient de quitter le monde du travail, notamment pour les jeunes retraités, et ceux qui n'avaient pas ou anticipé ou qui n'avaient pas d'autres activités avant, ça peut être dramatique. On oublie que le travail, même si on râle un petit peu tous les matins, parfois avec ses collègues et avec son patron, mais on oublie que c'est un lien social. Vous rencontrez du monde, vous échangez avec du monde. Et du jour au lendemain, vous n'avez plus ce lien. Alors, il n'empêche aujourd'hui des menaces planent un peu sur le monde associatif. Les personnes interrogées qui sont justement investies dans l'association s'inquiètent notamment sur les ressources humaines, sur le renouvellement des dirigeants et la situation financière, les moyens matériels mis à disposition des associations. On parle souvent d'une société très individualiste, voire même cynique. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que face à ces menaces, on est face à une crise du volontariat ? Beaucoup moins de personnes s'engagent aujourd'hui ? Alors, oui et non, c'est pas mal comme réponse. Hein, c'est normand, c'est pas breton ça. Disons qu'il n'y a pas de crise du bénévolat dans la mesure où, depuis quelques années, il y a 17% de plus de personnes qui s'engagent dans le bénévolat. Donc, quand on a dit ça, on est content, sauf que ce n'est pas tout à fait le reflet de la réalité. Le chiffre est vrai. Par contre, où on a une difficulté, c'est vers quel type d'association, vers quel domaine d'action, vers quel type d'activité. Les secteurs sont un peu délaissés. Exactement. Donc, on va retrouver des secteurs où la culture, les loisirs, le sport, où là, on n'a pas de difficultés particulières. Pléthore, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que parfois, on a une mauvaise idée en fait, d'une grande association. On se dit, de toute façon, elles sont tellement grandes, ils ont leur réseau, ils n'ont pas besoin de bénévoles, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, ils ont moins de besoins. Les besoins sont mieux couverts. Mais il y a d'autres, le caritatif, le social, la santé, l'humanitaire, où là, il y a des déficits qui sont effectivement énormes. L'argent reste le nerf de la guerre. On sait qu'aujourd'hui, on est dans un contexte budgétaire contraint. Il y a moins d'argent, moins de subventions, peut-être moins de dons aujourd'hui aussi. Est-ce que ça, c'est une inquiétude pour le monde du bénévolat ? C'est une inquiétude. Il y en a une qui est très fondée, l'autre qui pourrait l'être un petit peu moins. Celle qui est très fondée, c'est lorsque dans les associations, les associations sont aussi des employeuses. Où là, bien évidemment, la notion de budget a une importance particulière, puisqu'indépendamment des frais de fonctionnement, d'investissement ou autres, il y a une masse salariale derrière. Pas oublier quand même que dans le secteur privé, l'emploi dans les associations représente en France 10 et quelques %, et en Bretagne plus. En France, ça fait 950 000 emplois. On va voir un petit graphique qui explique. C'est à peu près combien d'heures de travail à peu près je crois qu'on a 1,5 milliard. 1,5 milliard, voilà. Ouais. Ça, c'est justement pour aborder une question qui fâche souvent. On dit souvent que le monde du bénévolat, le monde associatif est un peu concurrent par rapport à des chercheurs d'emploi, à ceux qui sont en recherche d'emploi. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises ont tendance à peut-être tirer un peu sur la corde du bénévolat pour éviter d'embaucher peut-être. Alors, où on est très attentif, notamment en France Bénévolat, c'est que nos interventions, nous les faisons auprès des associations
ou des structures en fait qui ont ce caractère associatif, ou au moins cette philosophie, ce type de projet associatif. Et effectivement, si on commence avec soit des associations à but lucratif, ça veut bien dire que non seulement elles peuvent faire des résultats, mais elles peuvent les distribuer à des actionnaires. Là, on est en train effectivement de dévier Regardez le principal. dessin que nous a préparé Loïc Schwartz, justement. C'est le dessin de l'émission qui aborde un peu cette question. On va voir voilà, un candidat au bénévolat. On va voir le dessin apparaître. Un candidat au bénévolat voilà, qui demande ça dépend, je veux bien m'engager, mais c'est payé combien? Ouais, c'est une bonne question. Ça nous arrive de temps en temps. Hein. Ça arrive? Oui, ça nous arrive de temps en temps. Alors, sur cette notion, effectivement, de concurrence entre les deux. D'abord, il y a beaucoup d'associations qui ont cette cohabitation de salariés et de bénévoles. Dans la plus grande partie des cas, ces structures savent faire la différence de ce que l'on confie, de ce que l'on va confier à des salariés et de ce que l'on va confier à des bénévoles. Il y a, comme toujours dans la vie, on met l'accent souvent sur un cas, une association où l'on va voir qu'il y a une dérive quelque part. Il faut rester objectif en disant que c'est assez rare. N'oublions pas que le monde associatif, on a dit que c'était vecteur de lien social, mais c'est aussi un formidable tremplin. N'oublions pas que beaucoup en fait, de personnes qui sont en recherche de travail ou de premier emploi ou de travail après l'avoir perdu, ou des personnes qui sont par exemple bénéficiaires de RSA, pour lesquelles France Bénévolat fait entre autres un programme sur Rennes, c'est que ce sont des personnes qui... Vous cherchez le mot. Oui, je suis en train de... ce sont des personnes qui, au travers de l'association, vont acquérir des expériences. Des expériences, vont pouvoir commencer à travailler sur des projets dans le milieu associatif et ensuite pouvoir le développer dans le monde du travail. C'est intéressant que vous abordez parce qu'à France Bénévolat, vous avez notamment lancé le passeport bénévole. C'est une sorte de validation d'une expérience, validation des compétences, c'est ça? Exact. Ça a été créé il y a 10 ans, c'est parti du constat suivant. C'est bien de dire que l'on acquiert des expériences lorsqu'on fait du bénévolat, mais tant qu'on ne les a pas reconnues ni valorisées, ça ne sert pas à grand-chose. On est parti du principe suivant, même si vous avez eu des expériences bénévoles, vous avez dans votre carnet, dans votre CV, 15 attestations qui vont être faites de la même façon. Nous, sous-signés Association X, certifions que Mademoiselle Y a bien été bénévole, etc. L'objectif ici, c'est de faire un carnet de santé du bénévole. Nous, on l'appelle comme ça, le carnet de santé du bénévole, dans lequel vont être consignés toutes les expériences, mais sous une forme originale. Dans le sens, on ne dit plus, voilà, j'ai été bénévole de telle date à telle date, c'est de dire quelle est la mission que l'association a proposée, quels étaient les objectifs, quantifiables ou pas. Dans le monde associatif, souvent, ce n'est pas quantifiable. Un vrai CV. Exactement. Et à l'intérieur, en fait, de ce passeport bénévole, c'est ensuite d'inciter, d'amener les associations à la fin de la mission, de dire, voilà l'expérience qui a été acquise. Alors, il y a aussi aujourd'hui le compte engagement citoyen qui permet d'échanger en fait des heures de bénévolat avec des heures de formation. On va passer à la deuxième partie parce que le temps presse. Oui. On va passer à la deuxième partie de notre émission. Je rappelle la question ce mois-ci, les Bretons ont-ils de cœur? Eh bien, l'altruisme, on vient d'en parler, c'est se mettre au service des autres via le bénévolat. C'est aussi peut-être tout simplement donner de l'argent, donner des biens. Ça peut même aller, on va l'évoquer tout à l'heure, jusqu'à donner des organes. Avant cela, quelques chiffres donnés par le dernier baromètre de la générosité en France. En 2016, les dons ont diminué de 4,2%, mais la Bretagne reste une des régions les plus généreuses, on va le voir, puisque 24% des foyers bretons imposables déclarent faire des dons. C'est plus que la moyenne nationale. Le donateur est quand même plus regardant aujourd'hui, non ? Alors, il est plus regardant. La problématique du donateur pour les associations, c'est qu'il est à la fois plus regardant et qu'il y a une population vieillissante qui était des grands donateurs. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que chez les jeunes, on a un développement en fait, de l'engagement de dons et de la réalisation du don, mais pour des montants moins importants, forcément. Le budget n'est pas le même. Donc ça, c'est une vraie problématique. Mais sinon, effectivement, on reste sur des chiffres qui sont intéressants. On va regarder les causes aujourd'hui les plus plébiscitées. On va le voir que l'aide et la protection de l'enfance arrivent en tête, suivi de la lutte contre la pauvreté et la recherche médicale. L'aide aux handicapés arrive en 4e position. C'est un classement qui vous surprend ? Non, en fait, je crois que la recherche médicale en fait, a dû bouger, mais ça, c'est le reflet de l'actualité. C'est-à-dire que la lutte contre la pauvreté a dû passer sur la dernière année justement en 2e position.
Non, ça correspond en fait à des secteurs d'activité qui sont représentatifs de ce que font les associations, c'est-à-dire qu'elles pallient une inexistence en fait d'une prise en charge quelque part par le monde, soit de l'entreprise habituelle ou de la politique. Tout à fait. Ouais. Alors, la générosité, l'entraide, c'est aussi une autre manière de donner ou de recevoir, notamment pour éviter le gaspillage. L'expérience que nous allons évoquer est en ce point exemplaire. Hein. À Mordel, près de Rennes, les habitants peuvent depuis quelques mois utiliser une cabane à dons, un petit local où on vient déposer des affaires dont on n'a plus besoin, une sorte de lieu de troc permanent. Et finalement, une autre idée du partage. On va regarder. Bonjour. Bonjour. Cherchez des livres vous aussi? C'est quoi? Moi j'en apporte. Sur les plans. Mais c'est génial. Parce que vous venez souvent à la cabane? Oh souvent, je passe, comme j'habite derrière, je passe souvent, je dépose un truc, je repasse le lendemain et le truc est déjà parti. Des livres, mais aussi de la vaisselle, des chaussures, des vêtements. Cette cabane à dons, c'est une petite caverne d'Ali Baba pour trouver l'objet manquant du quotidien qui, gratuit, retrouve une seconde vie. Construite par des bénévoles, peinte par des jeunes, la cabane ne désemplit pas grâce au dépôt. Ça ne me tire pas. C'est pas la peine que je garde. Hein. C'est cher. Quand on a une petite retraite, on ne peut pas se permettre de faire beaucoup d'achats de ce genre. Ça me paraît... Comment tu trouves ça? C'est un peu... c'est abîmé, ça. On les laisse quand même. Donner ou recevoir, mais pas n'importe quoi. À tour de rôle, les gens de la cabane trient et mettent en valeur leur petit local. Le lieu doit rester attrayant. Après quelques mois de fonctionnement, le succès est au rendez-vous. Beaucoup font le détour pour jeter un œil. Il y a peut-être une demande d'avoir un lieu pérenne où on puisse déposer et récupérer des objets qu'on n'attend pas simplement une braderie ou un événement particulier pour faire le vide chez soi. Autrefois, la déchetterie, c'était à l'air libre. C'était pas comme maintenant où c'est conditionné dans des conteneurs. Là, on déposait et c'est vrai qu'il y avait un lieu d'échange. Et là, ça permet de continuer un peu ce lieu d'échange qui n'existe plus puisque maintenant, c'est mis dans des conteneurs en contrebas où on n'a plus le droit d'aller récupérer ce qu'on veut récupérer, quoi. Éviter le gaspillage, échanger sans argent, économiser pour les petits budgets. Rien que du bon sens et une solidarité positive avec pour mot d'ordre donner. Et voilà, nous avons rejoint celle à qui l'on doit la cabane à dons, Josiane Martineau-Davio. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la coordinatrice du CEL de Mordel. CEL, traduire, système d'échange local. C'est une association. Tout à fait. Une association. Alors c'est vous qui avez eu l'idée d'importer ce projet, découvert pas en France mais à l'étranger. Racontez-nous. C'était il y a 2 ans, nous étions à San Francisco et d'un seul coup, nous avons vu une petite cabane très, très colorée avec un attroupement de personnes. Donc, nous nous sommes approchés, nous avons vu l'intitulé Give Box. Et ce qui nous a surpris, c'était de voir cette population mixte de toutes couleurs, j'allais dire, toutes catégories sociales confondues. Et en discutant un petit peu avec les gens, on s'est rendu compte que les gens venaient déposer et prendre. Donc de retour en France, je me suis empressée de regarder si ça existait sur Internet ce qu'était un petit peu la Give Box. Et donc j'ai appris que le concept de cabane à dons était né donc à Berlin en 2011. Voilà. C'est assez récent finalement. C'est relativement récent. Alors le principe, on l'a vu dans le reportage, on va juste préciser, c'est pas une mini déchetterie, hein, on est bien d'accord. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait la différence alors? L'objectif de cette cabane à dons, c'est donc éviter le gaspillage, permettre une deuxième vie aux objets, aux vêtements. Donc il y a une liste très précise des objets ou des biens qu'on peut laisser, hein, c'est ça? Tout ce qui est relativement petit, puisque c'est une petite cabane, donc tout vêtement, tout objet, mais bien sûr évitons les gros appareils, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de place. Et bien sûr des objets qui peuvent être réutilisables. Pourquoi alors pourquoi ce succès finalement? Parce que là, ça marche, hein, Mordel, depuis quelques mois. Il y a combien de personnes au quotidien qui viennent? Vous avez à peu près quantifié, chiffré? Oui, on arrive à 150 personnes par jour. C'est énorme. C'est énorme, Ouais. c'est énorme. C'est au-delà de nos espérances. À quoi vous expliquez ce succès? Pardon. Je crois que c'est le fait que ce soit ouvert 24 heures sur 24 et qu'il n'y ait pas de porte. Les gens viennent prendre sans un regard, sans le jugement éventuel. Et pour ceux qui viennent déposer, c'est vraiment
un acte gratuit, mais valorisant parce qu'il n'y a pas de contrepartie. On sait qu'on va déposer quelque chose qui va donc servir à quelqu'un. On n'attend pas de remerciements. Il n'y a pas de, j'allais dire, hiérarchie sociale, religieuse, etc. derrière. Je crois que c'est vraiment un acte très valorisant. Et pour certains, vous me racontiez en préparant l'émission, c'est devenu un vrai rituel. Hein. Oui, tout à fait. C'est un rendez-vous. Hein. Tout à fait. Il y a des gens qui viennent quotidiennement, des gens qui viennent par besoin pour voir s'il n'y a pas un vêtement pour le lendemain. Mais il y a aussi des gens qui viennent par amour de cette petite cabane et dans l'espoir de toujours trouver quelque chose. La semaine dernière, un monsieur me disait c'est plus fort que moi. Je viens pensant est-ce que je vais trouver un outil que je n'aurais pas dans mon atelier. En fait, c'est le Bon Coin, mais version gratuite, non? Quand on regarde un peu. Oui, tout à fait, mais toujours avec la surprise, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va pouvoir y trouver. Alors, vous avez constaté qu'il y avait une vraie utilité sociale. Vous allez un peu aménager la cabane à Don ces prochains mois. Racontez-nous. Disons qu'elle est relativement petite, comme nous disions tout à l'heure, donc avec les livres, les vêtements, les chaussures, les jouets, les outils, etc. Et les livres sont peut-être difficilement accessibles, parce qu'il y a énormément de livres, et je crois que nous avons une grosse clientèle en demande de livres, en dépôt. Et vous allez aménager des bancs. On va aménager. Ça veut dire que c'est devenu un vrai lieu de rendez-vous pour la commune. Alors, là, c'est vraiment très intéressant. Certaines personnes viennent seulement pour rencontrer d'autres personnes, pour échanger. Donc, d'où l'intérêt de poser des bancs pour inciter les gens à rester et à échanger. Un commentaire, René. Oui, j'allais dire, là, on a l'exemple type avec Josiane de la magie du bénévolat. C'est-à-dire qu'on a une association qui a une idée. Donc déjà, les bénévoles entre eux, il y a la notion de lien, de convivialité, on fait quelque chose ensemble. Ensuite, il y a des bénéficiaires. Et ensuite, il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est le bénévolat. Vous avez d'autres projets, Josiane, sur Bordel? Parce que voilà, la cabane à Don est peut-être le point de départ de nouveaux projets, de nouvelles initiatives. Oui, donc les projets, c'est de peut-être informer d'autres communes limitrophes pour que toutes les communes créent ce genre de cabane. Parce que c'est vraiment super. C'est vraiment super. Donc, en refaire d'autres sur la commune, oui. En fait, on se rend compte quand même que les gens se déplacent très facilement. Les gens utilisent le bus, viennent d'assez loin, de communes, de Rennes même, sur notre cabane. Donc oui, l'intérêt c'est de voir que cette zone de gratuité se développe. C'est une économie alternative, solidaire, qui a sa place pour coexister dans notre économie. Et je pense qu'on peut créer, nous avons déjà au niveau de notre association CEL créé des ateliers vélos, où nos adhérents réparent, entretiennent des vélos gratuitement à la population. C'est aussi un service, une gratuité. Mais là, il y a certainement des zones de gratuité à proposer pour faire réfléchir les gens sur... On a vraiment à se questionner sur notre consommation. Merci beaucoup, Josiane Martino-Davio, d'avoir répondu à notre invitation. Longue vie à la cabane à Don, qui va sans doute faire des petits sur le territoire. Merci beaucoup. On va maintenant parler d'une autre forme de générosité, sans doute la forme la plus aboutie de l'altruisme, puisqu'il s'agit de donner la vie via des greffes d'organes. Un chiffre, un peu plus de 5000 greffes d'organes en France ont lieu chaque année. Dans 90% des cas, elles se font suite à un décès. Mais quelquefois, les dons d'organes se font entre personnes vivantes. Nous vous proposons de découvrir tout de suite le témoignage de donneurs et de receveurs. Une expérience qui, vous allez le voir, marque toute une vie. Oui, il y a un avant et un après, ça c'est sûr. Sachez que pendant une heure et demie, on va aborder un sujet qui est toujours un peu difficile, la mort. Il faut en parler de temps en temps, qui permettent de redonner la vie. Avant même qu'on ait des fois le prononcé, les familles nous disent « on sait bien, c'est ce moment-là que vous allez nous parler du don d'organes ». Quand quelqu'un vient vers vous en vous proposant ce don, il est absolument gratuit, totalement altruiste et dénué de toute volonté d'avoir en retour quoi que ce soit. En Bretagne, près de 3000 personnes vivent avec l'organe d'un autre. Au-delà de ce chiffre, il y a des donneurs, des receveurs et le don de la vie. Après 2 ans d'interruption, Céline a repris le matin même le chemin de l'école dans laquelle elle enseigne. Céline souffre d'une maladie grave. En février 2016, ses reins lâchent brutalement. Ça va? Ça va? Ça s'est bien passé? Bah écoute, c'est comme si j'étais jamais partie.
Seule alternative à la dialyse, à laquelle elle était contrainte chaque nuit, la jeune mère de famille est alors inscrite sur une liste d'attente en vue d'une greffe. Un prélèvement de rein sur donneur vivant apparaît comme étant la meilleure option. Quand j'ai annoncé à mon entourage que j'allais avoir besoin d'une greffe, j'ai été assez stupéfaite de voir les réactions, que ce soit de ma famille, de ma belle-famille ou de mes amis. Il y a eu une espèce d'élan de générosité autour de moi. Et beaucoup de gens, mais dans les 24-48 heures qui ont suivi l'annonce de mon état, qui se sont manifestés. On sent que du coup, c'est très important pour les gens de pouvoir se positionner sur cette aide, quoi, hein. C'est je vais t'aider, j'ai envie. Même si, première des choses. Et puis après, on est obligé de revenir freiner parfois même. Donc ça a été un petit peu étonnant le nombre. Ouais. Après. Certains ont été vraiment très déçus, voire Oui. très peinés, tristes de ne pas pouvoir donner. Au total, 11 personnes proposent à Céline de lui donner un rein. Au terme de plusieurs étapes médicales, administratives et judiciaires, c'est finalement son mari qui s'avère être le plus compatible. Le 1er juin dernier, Nicolas cède un rein à son épouse. Pour Céline, cette greffe est une renaissance. Il y avait plein de choses qui n'allaient plus et qui faisaient partie de mon quotidien. Donc je vivais avec, sans plus même me poser de questions. Maintenant, je me rends compte de ce que c'est que d'être à nouveau vraiment en forme, d'avoir de l'énergie et l'envie de mener à bien des projets et d'avancer, tout simplement. Moi, je me suis dit qu'il allait peut-être falloir que je fasse un petit courrier à mettre dans les cahiers pour les parents. Si la vie de Céline a repris un cours normal, son traitement anti-rejet la rend très vulnérable aux maladies contagieuses, particulièrement en classe. Tu sais, j'ai ma boîte de gants en plastique, j'ai mon gel, je m'en suis passé 50 fois ce matin sur les mains, je fais très très attention. Ça nous lie totalement. Enfin, je sais pas. Viscéralement. Viscéralement, mais oui, il y a un peu de ça. Et en même temps, il n'y a pas eu non plus de différence beaucoup entre avant et après. Ça crée un lien qui était déjà là, mais qui ne peut qu'être plus fort. Ce don de vie, Marie-Thérèse et Paul Raison l'ont vécu, eux aussi, tragiquement. Leur fils Nicolas est décédé dans un accident de circulation, il avait 18 ans. Le couple témoigne régulièrement de son histoire, ici auprès de jeunes engagés dans un service civique. Chaque rencontre les renvoie à ce qu'ils ont vécu il y a 22 ans. À cette époque, effectivement, l'information sur le don d'organes n'était pas celle que nous connaissons aujourd'hui. On n'en avait pas parlé non plus en famille. Alors on nous demande, est-ce que vous êtes favorable au don d'organes? D'entrée de jeu, on ne sait pas trop de quoi il retourne. On est déjà tellement bousculé, tellement bouleversé que ça nous paraît difficile de donner une réponse comme ça. Une réponse difficile pour les parents et une course contre la montre pour les équipes médicales. Aujourd'hui, chacun des 9 hôpitaux bretons dispose d'un service qui coordonne les prélèvements d'organes. Des médecins et des infirmières spécialisées accueillent les familles pour recueillir une position. Dès qu'on aborde le don d'organes, ce qu'on veut savoir, c'est si la personne de son vivant en avait parlé à sa famille. Est-ce qu'elle avait émis une objection? Ce qu'on ne veut pas savoir, c'est l'avis de la famille par rapport au don d'organes. Difficile d'imaginer par quelles émotions passent ces familles, alors que derrière ces murs, leurs proches, pourtant morts, semblent simplement dormir. Le fait de vouloir donner les organes, vous avez dit tout à l'heure, c'est vraiment le point qui marque le décès. Donc des questionnements que partagent les jeunes. Dans le local associatif, le témoignage de Marie-Thérèse et Paul Raison n'a laissé personne indifférent. J'étais mal à l'aise avec le don d'organes, que ça me renvoyait justement à mes angoisses et à tout ça. Et aujourd'hui, cet a priori est devenu un positionnement en faveur justement du don d'organes. Je pense que c'est important de faire des actions de prévention auprès des jeunes parce que c'est pas un sujet dont on parle entre amis comme ça naturellement avant d'y être confronté en fait. C'est important de véhiculer l'information surtout auprès des jeunes, quoi. Parce qu'ils sont généreux a priori les jeunes. Hein. C'est ce qu'on s'était dit quand notre fils est parti. Il n'avait pas dit expressément, mais avec les amis, nos filles, il était généreux, il n'avait pas voulu qu'on dise non. Donc c'est une cause qui nous tient à cœur.
Marie-Thérèse et Paul ignorent à qui sont allés les organes prélevés sur leur fils. Mais ils savent que Nicolas a permis de sauver plusieurs vies. En Bretagne, un peu moins de 400 personnes sont actuellement en attente d'une greffe d'organes. Voilà, très beau témoignage recueilli dans ce reportage. René Melou, donner la vie grâce à une greffe d'organes, donner une partie de son corps, on va dire que c'est peut-être l'acte de générosité le plus abouti. L'altruisme absolu. Et une question peut-être indiscrète, est-ce que vous avez abordé cette question avec vos proches? Est-ce que vous êtes un donneur potentiel? Je suis un donneur potentiel, mais sans l'avoir acté, confirmé. Et j'avoue qu'effectivement, je n'en ai pas parlé à ma famille. Alors aujourd'hui... Mais ça va être l'occasion. Alors justement, aujourd'hui, la logique... Vous dites que vous n'avez pas acté. La logique est inversée aujourd'hui. Il faut s'inscrire sur un fichier national du refus. On va voir ce fichier s'inscrire à l'écran pour déclarer, voilà, je ne suis pas candidat à la greffe d'organes. Alors, nous a rejoint le docteur Maud Bidet, gynécologue à la clinique de la Sagesse à Rennes. Merci d'être avec nous. On va parler bien sûr du don d'ovocytes, qui est une spécialité de la clinique de la Sagesse, qui est aussi autre chose que le don d'organes, mais qui est aussi une vraie forme d'altruisme. D'abord, un commentaire sur cette nouvelle disposition. Voilà, il faut s'inscrire sur un fichier national du refus pour ne pas être candidat à la greffe d'organes. Ça facilite les choses aujourd'hui, non? Probablement, dans le sens où chacun devient un potentiel donneur et on part du principe que chacun aura un élan de générosité. Alors qu'avant, il fallait vraiment savoir si la personne avait exprimé de son vivant le souhait de donner, en fait. Donc ça change évidemment Alors, la donne. Spécificité bretonne, le taux de refus dans la région est inférieur en moyenne à ce qui se passe au niveau national. Voilà. La réponse à notre question, les Bretons ont-ils du cœur? Visiblement, oui. On parle beaucoup moins aujourd'hui du don d'ovocytes, docteur Maud Bidet. C'est très particulier aussi, parce que ça touche beaucoup à l'intime. Ça touche aussi à une question taboue aussi, la fertilité. La fertilité, oui, tout à fait. Ouais. Et vous me disiez? Alors pourquoi? Alors justement, on parle beaucoup moins du don d'ovocytes. On parle du don d'organes, d'une greffe de rein, une greffe de cœur. Le don d'ovocytes, même par rapport au don du sperme, qui est un peu rentré dans les mœurs, là, on n'en parle pas. Le don de sperme est plus connu, plus ancien. Le don d'ovocytes, on en parle, probablement pas suffisamment. Toutefois, il y a des campagnes d'information qui sont réalisées. La dernière a eu lieu, par exemple, en novembre. Donc, c'est quand même quelque chose dont on parle, probablement pas suffisamment. Probablement que les femmes n'ont pas suffisamment accès à l'information. Peut-être qu'il faudrait envisager que quand elles vont dans leur cabinet de médecin généraliste ou de gynécologue ou à la maternité, qu'elles puissent avoir accès à cette information, ce qui n'est probablement pas. On va regarder justement le clip de la campagne de sensibilisation diffusée il y a 2 ans, en 2016. On regarde. Tu sais, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un beau cadeau. Ah ouais? C'était quoi? Un cadeau qui compte vraiment. Waouh! Et tu l'as offert à qui ce cadeau? J'en sais rien. Et c'est ça qui est bien. Alors là, il faut que tu m'expliques. En France, une femme entre 18 et 37 ans peut donner des ovocytes pour des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est anonyme et gratuit. Renseignez-vous sur dondovocytes.fr. Voilà, donc clip diffusé en 2016. Finalement, ce sont les femmes concernées qui sont les meilleures ambassadrices, non? Tout à fait. Nous, c'est vraiment ce qu'on réalise en fait au sein de la clinique. C'est-à-dire que quand ces couples aussi, parce que c'est les couples qui sont en jeu, ont réussi à s'approprier leur histoire, à lever ce tabou en fait de leur parcours d'infertilité, c'est vraiment les meilleures ambassadrices pour créer autour d'elles en fait une générosité et sensibiliser les femmes à la réalisation d'un don d'ovocytes. Alors, vous travaillez au sein de la clinique de la Sagesse qui a été désignée championne de France du don d'ovocytes. Bon, c'est une expression, on va dire, journalistique. On va voir quand même les dons d'ovocytes en France. Vous concentrez quand même 1/5 des dons d'ovocytes recensés sur le territoire. Pourquoi ce succès et pourquoi cette réputation? Alors, ce qui fait les caractéristiques de la clinique, je pense que c'est que nous sommes assez peu restreints dans l'accueil des couples qui sont en demande de don d'ovocytes. On peut se le permettre parce qu'on a un délai d'attente assez court, plus court en tout cas que dans les autres centres. Et un an, alors que la moyenne nationale, c'est 2-3 ans. 2-3 ans, d'accord. Et ceci, c'est probablement grâce au fait que justement les patientes, les couples qu'on reçoit au sein de la clinique mobilisent autour d'eux des patientes qui vont effectuer des dons, en fait, des dons d'ovocytes. Donc c'est un cercle vertueux, c'est ça? Donc c'est un cercle vertueux. Et c'est probablement grâce à ceci en fait que nous avons ces résultats.
Est-ce qu'il y a un profil type aujourd'hui du donneur ou enfin de la donneuse plutôt? On va parler de donneuse. Alors au sein de la clinique, les donneuses en moyenne sont âgées de 32 ans. Pour la majorité d'entre elles, elles ont déjà des enfants. Pour la majorité d'entre elles, elles ont été sensibilisées par quelqu'un en parcours d'AMP ou d'infertilité. Est-ce que c'est compliqué de donner ces ovocytes? De donner, alors c'est pas compliqué, mais ça prend un peu de temps. Hein. Alors on fait vraiment tout pour accompagner les patientes, enfin les femmes qui souhaitent faire un don. Il faut, voilà, il y a 2 rendez-vous obligatoires à la clinique, et après il y a une dizaine de jours de stimulation des ovaires, et après il faut revenir à la clinique pour effectuer le don là, et au cours duquel a lieu la ponction d'ovocytes. Par rapport à d'autres pays européens, est-ce que la France a pris du retard? Parce que dans d'autres pays, par contre, c'est une démarche qui est payante, qui n'est pas gratuite. Alors, qui est payante, et il y a aussi le fait que dans d'autres pays, les législations ne sont pas toutes uniformes en Europe. Et, en Allemagne et en Italie, c'est interdit. C'est interdit, et par contre, voilà, dans certains pays, c'est anonyme ou pas. Donc en France, c'est anonyme. Et par exemple, on va parler de l'Espagne, qui est le pays limitrophe, et où vont un certain nombre de couples le receveur. Il n'y a pas d'attente. Ils n'ont pas d'attente, ils ont beaucoup plus de donneuses. Il faut savoir aussi qu'ils sont indemnisés. Alors, on ne parle pas de rémunération, c'est indemnisation qui reste tout à fait raisonnable, qui est aux alentours de 1 000 €, mais qui permet peut-être à certaines femmes aussi de... C'est une bonne chose pour vous, justement, d'indemniser les donneuses aujourd'hui? Alors, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, en tout cas que ça permettrait peut-être à certaines femmes de donner. C'est certainement pas la motivation première des femmes qui donnent. Alors, c'est gratuit, à la sagesse. Mais il y a une petite tradition, je ne sais pas si elle perdure toujours. Elle perdure toujours, oui. D'offrir un bouquet de fleurs, tout à fait, voilà, aux patientes qui donnent. Oui. Une remarque, René, sur le don d'ovocytes? Non, il n'y a rien à dire, parce que la notion de don, là, elle prend tout son sens, comme on a vu tout à l'heure sur la notion de don d'organes. Puisque là, on parle de vie, donc... Il y a la vie qui a été perdue par quelqu'un qui donne la vie, et là, il y a quelqu'un qui peut-être a déjà eu des enfants, qui connaît l'importance effectivement de la notion de famille, de parentalité, et qui du coup décide en fait. Et ce qui est remarquable, là encore, on est dans la notion de don, puisque, je trouve votre clip magnifique, c'est-à-dire que vous ne savez pas à qui vous donnez. Demandez aujourd'hui à quelqu'un, t'as fait un cadeau? Bah oui, j'ai fait un cadeau. À qui t'as fait? Alors que là, je ne sais pas. Et ça, c'est extraordinaire, ça. Merci beaucoup, Dr Maude Bidet, d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour cet éclairage sur le don d'ovocytes. Nous arrivons à la dernière partie de notre émission avec notre traditionnel voyage dans le temps et notre séquence archive. Nous allons remonter à l'année 1988, René Melou. Cette année-là, un rendez-vous télévisuel désormais incontournable, mobilisé toute la France autour d'une grande cause. Rennes et la Bretagne étaient bien sûr mobilisés à l'époque. Bonsoir, ici Gélix, bienvenue à tous pour Interville. Eh bien non, j'ai retrouvé mon carton, voici le 2e Téléthon. Comme 15 000 enfants de la France entière, Fabrice souffre d'une maladie fatale. Jour après jour, depuis sa naissance, ses muscles fondent et disparaissent, il est myopathe. On peut vaincre cette maladie. Répondant à l'appel de ce 2e Téléthon, les clubs de lutte bretonne, les enfants des écoles primaires, les pompiers et des centaines de Rennais sont venus soutenir cette cause au théâtre de la ville. Souvent des sportifs, célèbres ou anonymes, et le symbole est important. Pour moi, c'est leur donner beaucoup, je crois. C'est leur donner un petit peu de plaisir, sentir la chaleur de la main, savoir qu'on ne les laisse pas. Je crois que c'est ça. C'est avec vos muscles que vous êtes fait la carrière que l'on sait. Et eux, c'est cette maladie, donc ils leur rongent les muscles. Vous êtes donc plus à même que d'autres, vous pensez, de comprendre ça? Un sportif est plus à même de comprendre ça? Je le pense sincèrement, parce que c'est vrai que pendant très très longtemps, j'ai pu faire du sport. Eux, certains ne le feront jamais. Quelques-uns ont pu le faire parce qu'avant la maladie, et d'autres ne le feront jamais. Et ça, c'est très difficile à dire. Je crois que c'est quelque chose qu'on ressent au fond du cœur, mais pas qui est difficile à exprimer. Ça vous touche profondément. Oui. Le sport leur est interdit, mais pas l'espoir. Lors du premier Téléthon, Rennes avait fourni un effort considérable. Une récolte de 7 300 000 francs, la 3e ville la plus généreuse de France. Pour cette seconde édition, on espère mieux, encore mieux, que de simples bonnes intentions. Ça se passe très très bien, ça va déjà très très fort. Et ce soir, ce sera le Grand Rush.
Qu'est-ce que vous attendez donc de ce Téléthon plus tard? Vous en attendez des retombées, On certainement? attend des retombées qui nous permettront de financer les laboratoires de recherche et le fonds d'aide personnalisé. Un chèque, un simple chèque, peut aider considérablement les chercheurs qui se battent depuis 25 ans contre la myopathie. Voilà, le Téléthon a fait ses preuves, notamment dans la lutte contre les maladies génétiques neuromusculaires. Est-ce qu'on peut dire que le Téléthon, chaque année, c'est un peu le baromètre de notre générosité? Vous le prenez comme ça, vous? C'est un peu le baromètre. Et d'ailleurs, cette année est un petit peu, j'allais presque dire, inquiétante sur le sujet. Puisqu'on sait que, je crois, ce matin, on doit être à 76 millions. Oui, c'est ça. Et l'année dernière, on était à 96-97 millions. À comparer avec 87, 28 millions. C'était Jerry Lewis qui était le parrain, d'ailleurs, à l'époque. Donc là, ça va être peut-être un baromètre. Alors, on a dit, effectivement, il y avait les obsèques de Johnny, etc., puisqu'il y a un gros événement, notamment par le biais des médias. Mais effectivement, c'est un baromètre. C'est le premier, le Téléthon, donc la FM, c'est le premier bénéficiaire des dons en France. Mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, la mobilisation populaire autour d'une grande cause est encore possible, selon vous? Oui. Ce qui est important, ce que demandent les donateurs, c'est qu'il faut qu'il y ait une vraie relation de confiance entre le donateur et l'association qui va recevoir. Et il faut que l'association puisse dire de façon très très précise ce qu'elle va faire ou ce qu'elle a fait en fait avec les dons. Ça, c'est toute la difficulté effectivement de la relation entre donateurs. Et sans les médias, on peut aujourd'hui faire appel à la générosité parce qu'il y a pour certaines associations, il y a un déficit de notoriété, d'exposition. C'est compliqué parce que si vous prenez les 5 premiers bénéficiaires en fait, de dons, vous allez retrouver en fait les 5 grosses associations, donc la FM, la Croix-Rouge, etc., Secours Populaire, qui, elles, ce sont des grosses institutions, des grosses associations, et heureusement, parce qu'avec toutes les missions et toutes les activités qu'elles font. Mais du coup, effectivement, on s'aperçoit qu'il faut avoir de vrais machine, entre guillemets, en termes de communication. Il y a beaucoup d'associations qui ne sont pas du tout armées pour ça. On peut ramener ça à quelque chose de beaucoup plus simple, c'est la demande de subvention. Il y a des associations, en fait, qui ne savent pas comment en fait, faire une demande de subvention. Et qui font pourtant un travail remarquable sur le terrain. Oui, mais elles ne vont faire qu'un alignement de chiffres, alors que ce n'est pas ça. C'est encore entre guillemets, ça fait bondir un petit peu, parce qu'on a l'impression d'être dans le monde de l'entreprise, mais il faut vendre en fait ce que l'on fait. Merci beaucoup René Meilou d'avoir participé à Enquête de Région. Appel aux bonnes volontés. Les candidats au bénévolat peuvent contacter France Bénévolat. Le mois prochain, on se retrouve le 7 février. L'émission aura pour titre Mon village, ma bataille. On s'intéressera à l'avenir des petites communes. Restez sur France 3. Merci pour votre fidélité.